Allez, on avance. Vous restez avec nous, Alexis de la Fontaine. J'aimerais juste dire un tout petit mot de l'annonce de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Pas une surprise pour qui que ce soit. On va juste l'écouter quand il officialise ce « oui, je suis candidat ». Et après, on va voir ce que cela veut dire pour la campagne 2027. Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. Je l'ai été dans toutes sortes de fonctions, c'est-à-dire l'essentiel de ce que je faisais. Et puis là, la discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Voilà, Gauthier Lebret, le ton très enveloppant. Très patelin. N'ayez pas peur. Ça y est, Vraiment, c'est vraiment. c'est une redoutable machine de campagne. C'est-à-dire que c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Et s'il perd à nouveau, il redeviendra agressif le soir même. Là, tous les messages qu'il avait besoin d'envoyer à l'électorat qu'il visait a été fait. Tous les messages ont été envoyés. Ça a été fait. Donc, il n'a pas besoin de le faire à nouveau. Maintenant, il veut élargir. La base est là. Ceux qui étaient visés par les clins d'œil de la France Insoumise, qui étaient plus que des clins d'œil, ont bien compris. Donc maintenant, il va être très calme, effectivement. Il a même abandonné le blouson de cuir. Ça va vraiment être lisser son image. Mais il fait le coup à chaque fois. Il fait le coup à chaque fois. D'ailleurs, vous avez remarqué hier, quand il va à TF1, il y est avec Manuel Bompard, avec Mathilde Panot, avec Clémence Guettet. Il n'y a pas Rima Hassan. Très intéressant. Il n'y a pas Rima Hassan qui nous disait encore la semaine dernière, le temps du porte-parole là est révolu. Laissez la place. Jean-Luc Mélenchon, visiblement, il laisse pas la place. Anne-Claire Coudray lui a dit. Le grand remplacement, c'est pas pour lui. Voilà, elle lui a dit la Nouvelle-France, c'est pas pour celui qui est candidat à l'élection présidentielle. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il dit on s'est réunis pour arbitrer qui allait être candidat, etc. Il a tout mis en place pour que aucune tête n'émerge et que le candidat, ça soit à nouveau lui pour une 4e fois. Mais il part toujours sous-estimé. Il sera le vétéran donc de cette campagne de 2027. Et il part toujours on ne sait pas encore sous-estimé, ou du moins il gagne des points à chaque campagne. Donc il a terminé à 22 la dernière fois. Aujourd'hui, il est testé aux alentours de 12-13%. Totalement sous-estimé. Voilà, donc on verra comment ça se termine. Alors je disais vétéran parce que c'est celui qui sera présenté le plus de fois. Marine Le Pen, ce sera, si elle peut se présenter, ce sera la combienième fois où elle peut se présenter? Quatrième. Non, c'est ça, oui, d'accord, vous avez raison. Alexis? Non, je veux juste dire qu'on voit aussi que les purges à la France Insoumise, ça a fonctionné. Parce que quand il a éliminé Alexis Corbière, Rachel Garrido ou autres, toutes ces personnalités-là, ou même François Ruffin, en réalité, c'était pour garder sa place de leader et de candidat à la présidence de la République. C'était Ruffin le plus dangereux pour lui. C'est Ruffin le plus dangereux, qui lui aussi est candidat, mais qui du coup doit passer par une primaire avec des écologistes ou autres pour essayer d'avoir un ticket et avoir plus de soutien. Et donc lui a réussi à garder sa place et on voit que ces purges ont totalement marché. Allez, Paul Amar. N'est pas Mitterrand qui veut. Non. Mitterrand s'était posé en adversaire principal de De Gaulle. Il avait même limé les dents, dans tous les sens du terme. Et donc il s'était posé en fédérateur face à Giscard. Il avait gagné par défaut face à Giscard parce qu'il y avait un phénomène de rejet de Giscard. C'est comme ça que Mitterrand a gagné. Mélenchon ne gagnera jamais. Et il ne faut pas être dupe de son petit jeu hier de passe-passe où il a voulu se présenter en fédérateur. La fonction présidentielle est par définition une fonction fédératrice. Et s'il y a un homme incapable, infoutu de fédérer le pays et de favoriser ce qu'on appelle le vivre ensemble, c'est bien lui. Donc le Mélenchon naturel reviendra très vite et au galop. C'est la personnalité politique la plus rejetée des Français, 61% de Et le rejet est beaucoup plus fort que l'adhésion. Ouais. Gauthier, dernier mot, Éric, peut-être Oui, il est sous-estimé historiquement dans tous les sondages. Moi, je note quand même que la dernière fois, à 400 000 voix près, il était au second tour. Que là, comme le dit Gauthier, il a solidifié, ça il peut le mettre déjà du côté de son crédit, une base très forte, qu'il va élargir. Et n'oublions pas une chose, c'est que si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 candidats, 12 candidats, dont quelques-uns à gauche par exemple, ça veut dire que la barre du second tour, elle va peut-être être à 15, à 16 ou à 17 points. Et surtout le bloc central. Et le bloc central. Surtout le bloc central. Il ne faut pas évacuer d'un revers de main le fait qu'il puisse être au second tour. Parce que Gabriel Attal, il n'a aucune envie de soutenir Édouard Philippe. Il n'a pas écrit un livre et il n'est pas en tournée actuellement. Il est encore à Deauville ce week-end pour sortir au profit d'Édouard Philippe. Donc, plus la division du bloc central. Mon jeune Gauthier, ou l'inverse. Ça, on verra, Gauthier. Ou l'inverse, c'est-à-dire Édouard Philippe, oui. Mais je parle d'Édouard Philippe, il est en tête des sondages. Donc, c'est plutôt à Gabriel Attal de se retirer. Il a dit hier, Gabriel Attal, si il y a un vrai risque de RN-LFI, je me retire. Oui, mais enfin,
À quel moment il jaugera que le risque est réel? Et puis, il y a des seconds tours qu'on n'a pas vu venir. Hein. Lionel Jospin, battu par Jean-Marie Le Pen, personne ne l'avait vu venir. Donc, et il y avait la gauche qui était divisée, la candidature notamment de Christiane Taubira, etc. Donc, il peut se passer exactement la même chose, mais cette fois au profit de la France Insoumise. Et le Rassemblement National a déjà quasiment pris son ticket pour le second tour. Bon, allez, petite pause. Merci beaucoup, Alexis de la Fontaine. On va évoquer ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et cette guerre avec l'Iran. De Ragnel, est-ce que l'on peut dire de façon certaine, à l'heure où l'on parle, que des navires américains, donc des frégates américaines, sont en position dans le détroit d'Ormuz ou pas? On n'en a aucune certitude. Et d'ailleurs, à part ce que dit Washington, on n'a pas de confirmation. Et on voit bien que des deux côtés, aussi du côté de Téhéran, il y a des affirmations qui sont faites, notamment le fait qu'un navire américain a été torpillé, qui n'est absolument pas confirmé par les autorités américaines. Ce qu'on comprend du côté américain, c'est que Washington s'impatiente face à cette situation qui est totalement figée et cherche à trouver un moyen pour essayer de débloquer le sujet. Alors, soit pousser à la faute les Iraniens pour les amener à commettre l'irréparable. Donc, à ouvrir à nouveau le feu pour pouvoir bombarder, c'est ça en retour? Et pourquoi pas, éventuellement. Soit, ils essayent de tester les réactions américaines. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on a il y a beaucoup de choses qui nous sont dites sans de véritable confirmation. Donc, il faut encore attendre et être prudent. Bien sûr, Paul Amar, on est dans le brouillard stratégique de la guerre. Difficile de savoir si oui ou non il y a ces navires qui sont bien engagés dans le détroit. Et parce qu'on est dans le brouillard, il faut s'appuyer sur des certitudes. Ce qu'on sait, c'est que la trêve, elle est respectée. Pour l'instant. Et les deux protagonistes n'ont pas envie de la rompre, en tout cas formellement, ils ne le disent pas. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'ils jouent à se faire peur. Et en jouant à se faire peur, ils jouent à nous faire peur. Et donc c'est exactement ce qu'il se passe en ce moment. Mais je trouve que Trump, qui est souvent raillé, moqué, la joue plutôt finement. Parce qu'il continue de bloquer l'économie iranienne avec la tactique du nœud coulant, comme le disait Eric tout à l'heure. Il continue de bloquer l'économie iranienne, mais il adresse un message au monde entier en disant « Moi, gendarme du monde, je vais libérer le détroit d'Ormuz pour permettre à l'économie mondiale de respirer. » Donc c'est pour ça qu'il la joue finement. Est-ce qu'il va réussir ça? On n'en sait rien. Et on sait néanmoins de façon certaine que les capacités iraniennes ne sont pas totalement anéanties, puisque le ministre de la Défense des Émirats fait état de 4 missiles de croisière tirés depuis l'Iran, Eric Revel, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette capacité de riposte de l'Iran sur ses voisins, évidemment. Et ce que disait tout à l'heure Mériadec, c'est que vous avez aussi au ras du détroit d'Ormuz des montagnes qui tombent dans l'eau, avec à l'intérieur, sans doute, puisque ça fait 40 ans que le régime des Mollahs se prépare à cette guerre frontale face aux États-Unis ou à Israël, avec d'autres missiles qui sont dissimulés. Mais ce qui s'est passé là aux Émirats est très important, parce qu'en fait, ce sont des sites de production pétrolière qui ont été touchés. Et moi, j'attire l'attention sur le fait que cette situation dure ou qu'elle ne dure pas, c'est-à-dire que l'étincelle dont on parlait tout à l'heure, si elle est déclenchée, alors là, ça peut être un embrasement généralisé dans le détroit d'Ormuz. Et là, le prix du baril va s'envoler. Je regardais, on est à $110 sur le Brent de la mer du Nord, qui est le baril de référence pour l'économie mondiale. On est encore en progression de 3%. Si la situation dure, le prix du baril va continuer d'augmenter. Si ça se déclenche, le prix du baril va sans doute exploser à la hausse. Et tout ça aura des répercussions directes sur nos pouvoirs d'achat. C'est déjà le cas, Eric. C'est quand même déjà largement le cas. Bien sûr, mais là, ça peut ça peut empirer. Et le nœud coulant dont parlait tout à l'heure Paul Amar, Trump est sûr qu'il va finir par asphyxier l'économie iranienne, qui est une économie largement subventionnée. Il leur faut des rentrées de pétrodollars pour faire vivre ce système. Donc, est-ce qu'il réussira à étouffer économiquement le régime des Mollahs avant qu'il y ait trop de répercussions sur le reste de l'Occident en matière d'inflation? Vous voyez, on parlait par exemple des engrais. Vous allez comprendre très simplement, 30% des engrais passent par le détroit d'Ormuz. Bon, vous avez des agriculteurs français, j'en entendais, qui disent la chose suivante: si on n'arrive pas à avoir ces engrais ou si ils sont trop élevés, on en mettra moins dans les champs. Et si on en met moins dans les champs, ça veut dire que le rendement à l'hectare, par exemple, de céréales, va baisser. Et si le rendement baisse, eh ben, l'offre va être réduite, la demande sera toujours la même, les prix, par exemple, des céréales vont exploser. Voilà. Mais l'inflation est déjà là, les prix des carburants ont déjà augmenté et ne redescendront pas à leur niveau d'avant-crise.
les denrées alimentaires ont déjà augmenté, les produits de première nécessité. J'entendais ce matin Marc Toiti, économiste, qui nous prédisait 4% d'inflation à la rentrée de septembre et une crise économique. Alors là, la crise économique, elle est déjà là, mais elle peut s'amplifier, le choc pétrolier, etc. Donc il y a une forme de lassitude des peuples européens devant le triste spectacle du détroit d'Ormuz. C'est un jour sans fin, ça se répète en permanence, on n'en sort pas. Et pendant ce temps-là, on va voir ce que ça va donner pour les Américains au midterm, ce qui concerne Donald Trump. Mais pendant ce temps-là, en France, il y avait une manifestation devant les Invalides ce week-end. Personne n'en a parlé. C'était le 2 mai. Vous aviez des pêcheurs, vous aviez des boulangers, vous aviez des agriculteurs. Donc, c'est-à-dire ceux qui ne manifestent jamais parce qu'ils ont une exploitation agricole à faire tourner, une boulangerie, leur bateau de pêche à sortir du port. Et ils n'en peuvent plus. Ils sont étranglés. Et tous les Français sont touchés d'une manière ou d'une autre par cette crise qui ne fait sans doute que commencer. Une crise inflationniste qui ne fait que commencer. Tout augmente et tout va continuer à augmenter. Donc devant le spectacle du détroit d'Ormuz, on ne peut que voir de la lassitude et voir que les conséquences de cette guerre ont été mal mesurées, que c'est un enlisement sans fin et qu'on n'en sort pas et que Donald Trump n'arrive pas à en sortir. Et on sait aussi que le service de communication des armées, le CENTCOM, c'est ça, Louis, a diffusé des images, je ne sais pas si on les a, de militaires sur 2 navires de guerre de l'US Navy qui patrouillent en mer d'Arabie pour montrer, voilà... C'est pas du bluff, on est vraiment présent dans le détroit. Oui, mais on voit que même ce qu'ils appellent le narratif de la marine et de l'armée américaine patine, parce qu'ils montrent toujours un petit peu les mêmes images. Donald Trump nous avait dit ça y est, il n'y a plus de stock d'uranium pour l'arme nucléaire. Et puis finalement, c'est ce qui justifie en partie l'opération militaire qui est lancée. On ne sait pas très bien où ça en est. Enfin, on sait à peu près que l'Iran conserve des capacités d'enrichissement d'uranium pour produire la bombe atomique. Et on voit que voilà, tout est gelé. C'est un peu ce que disait Gauthier tout à l'heure. Et de l'autre côté, moi, ce que je trouve assez fascinant, c'est que l'Europe est totalement impuissante. On voit que la France, le gouvernement français est impuissant sur le territoire national et est très bavard sur le territoire national et très bavard à l'extérieur de nos frontières. Ouais. Vous voyez Emmanuel Macron tout à l'heure qui parlait à Erevan en Arménie et qui expliquait, qui faisait de la pédagogie, ce qu'on appelle faire de la pédagogie, expliquer aux Français pourquoi est-ce qu'il y a une hausse du prix du pétrole, pourquoi il y a une hausse de la vie courante, mais sans véritablement expliquer comment est-ce qu'il va faire pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, ou au moins ne pas augmenter le coût de la vie pour les Français. Et c'est vrai qu'il y a une lassitude et une forme de désespérance qui commence que moi je vois en France, avec des gens qui disent on ne peut pas faire grand-chose. Une résignation. Une résignation, et ce qui est un peu triste, c'est qu'on est un pays quand même où même dans la classe politique, il n'y a pas vraiment de personnalité politique qui vous apporte des véritables solutions révolutionnaires de rupture. C'est vrai.